Voilà, c'est une chanson évidemment qui est devenue culte, chanson de Boris Vian, le président, le déserteur, et c'était en pleine guerre d'Algérie. Cette chanson est sortie, ça avait provoqué, elle avait été censurée sur les ondes, ça avait provoqué énormément de polémiques parce que il prenait position contre la guerre et contre le fait d'y aller. Bon, tout cela, c'est du passé, effectivement, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a eu plusieurs choses et on va juste rapidement, on va parler. On s'est rappelé quand même qu'il y a eu 200 000 Algériens qui avaient été recrutés avec l'armée française pendant la guerre d'Algérie, 200 000. Et au lendemain des accords d'Évian, consacrant la défaite française en Algérie, le gouvernement français a refusé le rapatriement massif de ces quelques 200 000 hommes. Seuls quelques 42 000 harkis, accompagnés parfois de leurs femmes et de leurs enfants, sont évacués en France. Quelques autres, quelques dizaines de milliers aussi rejoignent. En fait, en tout et pour tout, ça fait 80 000 personnes et donc 120 000 personnes ont dû rester en Algérie et il s'est passé quand même les massacres que l'on sait après l'indépendance, après 62. Et ils ont été laissés à leur sort. Et voilà pourquoi, effectivement, Emmanuel Macron a fait la réunion d'hier. Bonjour Abdelkader Mokhtari, bonjour Monsieur Mokhtari. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Merci de m'accorder la parole. C'est pas souvent que nous pouvons nous exprimer. Donc je vous remercie. Mais je vous en prie. Je voudrais justement, et vous allez avoir tout à fait très largement le temps de vous exprimer, mais je voudrais que vous en écoutiez deux choses avec nous, avec les auditeurs de Sud Radio. D'abord, effectivement, hier, ce qu'a dit Emmanuel Macron. Au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants à voix haute et solennelle que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Alors, Emmanuel Macron demande pardon. Et je rappelle quand même, et je voudrais vraiment, non pas pour faire de la contradiction, non pas pour montrer le en même temps, mais je rappelle ce qu'il a dit le 6 décembre 2017. Il était en Algérie, notre président, Emmanuel Macron, et voici ce qu'il a dit en Algérie, à Alger, le 6 décembre 2017. Écoutez. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gênes. Alors, Monsieur Mokhtari, il demande pardon en Algérie, il demande pardon en France. Je ne sais pas, c'est très très bien ce qu'il a fait hier, bien sûr. Qui ne peut pas le pas approuver? Mais alors, j'aimerais avoir votre sentiment à ce sujet. Alors, je ne sais pas s'il a véritablement demandé pardon quand il avait fait cette déclaration en 2017, quand il s'était rendu en Algérie. C'était aussi au moment de la préparation de l'élection présidentielle. C'est vrai. Mais en tout cas... Non, il était déjà président, hein. Il était déjà président. Je ne sais pas. Oui, peut-être que je me trompe. Je pensais que c'était au moment. Ouais. Bon. C'est pas grave. Mais il avait effectivement parlé de crimes contre l'humanité qui se sont produits au moment de la colonisation. Hein. Je crois qu'il y a quand même une part de vérité. Certains historiens le nient pas. De 1830 jusqu'à 1962. Il y a eu quand même des choses terribles qui se sont produites en Algérie. N'oublions pas la conquête militaire du maréchal Bugeaud, les razzias, les enfumades, la spoliation des terres qui appartenaient à ceux qu'on appelait les indigènes musulmans. Ce sont des millions d'hectares qui ont été confisqués. Tout ça a entraîné effectivement une mort massive de 2/3 de la population algérienne. Bon, alors, c'est vrai que peut-être utiliser le terme de crime contre l'humanité est un peu fort, mais je crois que quand on a la volonté de faire toute la vérité sur la colonisation et la guerre d'Algérie,
on doit aussi aborder ces questions d'une manière et très claire. J'allais vous dire que vous aviez raison. Autant pour nous, c'était bien sûr, il était candidat quand il a dit ça. C'était le 6 décembre 2016. Voilà, vous avez raison. Ouais. C'est anecdotique. S'agissant du pardon qu'il a demandé au harkis, moi je crois que ça s'imposait au vu des nombreuses fautes qui ont été commises contre des citoyens français. Ouais. Il faut toujours rappeler que nous étions des citoyens français à part entière, bien que nos parents aient perdu la nationalité française en 1962, quand ils sont arrivés en France dans les conditions qu'on détaillera peut-être un peu plus loin. Nos pères ont été obligés de passer devant un juge, ne l'oublions pas, pour souscrire à nouveau une déclaration reconnaissante de nationalité française. Et donc, ils sont devenus des citoyens à part entière, mais on les a exclus, on les a parqués dans des camps, des hameaux de forestage, et même dans des endroits, dans des quartiers en périphérie des grandes villes, où ils ont subi une véritable exclusion, une véritable réglementation d'exception. N'oublions pas aussi que tous les harkis, quand ils sont revenus de cette guerre terrible, ont subi des traumatismes psychiques très importants. Il n'y a eu aucun accompagnement médical. On les a laissés confinés sur le long terme entre eux. Il y a eu des tas de problèmes qui se sont produits, qui se sont développés. Et donc, effectivement, que le président Macron aujourd'hui demande pardon aux harkis, ça me semble une avancée considérable. Maintenant, ce pardon ne suffira pas pour l'apaisement des mémoires et la réconciliation dont le président lui-même nous parle tant. Il faut aussi derrière embrayer vers d'autres choses qui nous permettront effectivement de faire ce travail de deuil et effectivement de tourner la page. Parce que ça fait 60 ans que la question harki perdure, il faut qu'à un moment donné, on puisse en sortir. Et oui, et justement, parce que la question à harki, et vous la posez très bien, Abdelkader Mokhtari, le problème, c'est que on parle beaucoup de l'accueil, on parle beaucoup des migrants. Voici des personnes qui s'étaient battues pour la France, qui avaient choisi ce combat-là, et qu'en fait, on le sait, on l'a abandonné, en tout cas une grande partie d'entre eux en 62, dans des conditions terrifiantes, et vous dites vous-même que l'accueil n'a pas été celui que après beaucoup de gens ont reçu. C'est-à-dire que, est-ce que l'impression c'était ça, que vos pères ou grands-pères, c'était qu'ils étaient reçus presque à contre-cœur en fait, à l'époque? Oui, effectivement. N'oublions pas, je crois que vous l'avez quand même rappelé un petit peu dans votre introduction, il n'y avait pas de plan de rapatriement pour les harkis. Le général de Gaulle estimait que les accords d'Évian présentaient suffisamment de garanties pour la sécurité donc de ces Algériens, puisqu'après ils sont redevenus Algériens. On a vu ce qui s'est passé, malheureusement, les massacres qui ont commencé bien souvent, qui étaient l'œuvre de ce qu'on a appelé les Martiens, les résistants entre guillemets de la dernière heure. Et ce n'est vraiment que face au tollé de l'opinion française et de l'opinion internationale qu'on a décidé, que les autorités ont décidé de permettre à d'autres harkis de pouvoir venir se réfugier en France. Et les conditions d'accueil, je le répète, ont été terribles. Alors, elles ont duré, ces conditions d'accueil ont duré longtemps, enfin, je veux dire, ces hébergements dans des camps, effectivement, dans des conditions terribles, ça a duré combien d'années à peu près avant qu'on retrouve une vie dite normale? Alors, il faut savoir qu'il y avait, je crois, 6 camps de transit qui ont permis d'accueillir dans un premier temps les harkis et leurs familles, avant de les dispatcher dans d'autres camps, d'autres hameaux de forestage et autres lieux d'exclusion dans les grandes villes. Moi-même, mes parents sont passés par le camp de Rivesaltes. On y a séjourné quelques mois. Ils ont été ensuite transférés donc dans la Somme. Nous avons été hébergés entre guillemets à la citadelle de Doulin, qui est une ancienne prison. Nous y sommes restés quelques mois dans des conditions de vie terribles, avant d'être ensuite relogés à la cité de la briqueterie, avec des préfabriqués qu'on avait construits spécialement pour les harkis. Et ces conditions de vie ont été terribles partout. Partout, ça a été une réglementation d'exception, ça a été une mise sous tutelle de l'État. Dans les camps et hameaux de forestage, il y avait l'école qui était bien souvent organisée à l'intérieur de ces lieux d'exclusion. Il y avait l'interdiction de sortir
et d'aller pouvoir côtoyer la population autochtone. Voilà. Et donc, en plus, comme je vous l'ai expliqué, n'oublions pas qu'il y avait ce trauma psychique qui a été terrible pour les anciens harkis et qui a engendré de la violence entre harkis, et population immigrée algérienne, à l'intérieur des couples. Et bien souvent, le trauma aussi a été transmis à beaucoup d'enfants. Donc, nous avons été très mal accueillis. Et aujourd'hui encore, nous pouvons voir les conséquences de cette exclusion, alors que nous étions, je le rappelle, des citoyens français à part entière. Monsieur Mokhtari, restez avec nous. On en reparle tout de suite après ceci. Okay. À tout de suite. Merci. Merci. Mokhtari, je rappelle que vous êtes représentant du collectif national Justice pour les Harkis. On se retrouve dans un instant et on va parler d'autres sujets. Mais vous pouvez déjà nous appeler au 0826 300 300 pour nous donner votre avis sur cette repentance envers les Harkis. Et nous sommes toujours avec Abdelkader Mokhtari, représentant du collectif national Justice pour les Harkis. Effectivement, hier, Emmanuel Macron a demandé pardon pour ce qui s'est commis et surtout ce qu'on a laissé faire en 1962 lors des accords d'Évian. Et aussi, il faut rappeler aussi qu'il y a un fonds de 300 millions qui a été ouvert. Vous pensez, pour justement l'aide aux familles, vous pensez, M. Mokhtari, que c'est un bon début, cela, enfin, que de point de vue réparation, évidemment, c'est pas le monétaire ou l'argent qui répare, mais enfin, c'est un geste qui mérite d'être souligné. La réparation financière est nécessaire, évidemment, ne serait-ce que pour indemniser les biens que nos parents ont perdus en Algérie. Il faut savoir que les harkis n'ont jamais pu bénéficier d'une indemnisation pour ces biens qu'ils ont perdus en Algérie, contrairement aux rapatriés d'origine européenne, ce que l'État qui utilisait ces termes. Hein. Ouais. Il y avait d'un côté les rapatriés d'origine européenne, de l'autre les rapatriés d'origine nord-africaine. Et même ce mot est quand même choquant et ça prouve que dès le début, les autorités ne nous considéraient pas comme des vrais Français. Ouais. Et malheureusement, on l'a vu concrètement, puisqu'il y a eu de grands dispositifs qui se sont appliqués pour tous les rapatriés. Nos parents avaient le statut juridique de rapatriés, mais ils n'ont pas pu bénéficier de la loi de réinstallation qui leur aurait permis de s'installer en tant qu'agriculteurs, puisque la plupart étaient des paysans, et ils n'ont pas pu bénéficier également des 4 lois d'indemnisation qui permettaient d'indemniser les biens perdus en Algérie. Donc cette réparation financière, bien évidemment, elle est nécessaire, mais nous considérons que ce fonds d'indemnisation dont nous parle le président Macron aujourd'hui est quand même quelque chose qui nous surprend parce qu'il n'y a pas eu de concertation avec la plupart des associations de harkis. Ouais. On nous annonce un chiffre de 300 millions d'euros et on ne sait pas à quoi ça correspond. Ouais. On ne sait pas ce qu'on souhaite indemniser avec ces 300 millions d'euros. Ouais. On ne sait pas qui seront les bénéficiaires. Donc nous, ce que nous demandons, nous sommes d'accord sur le principe d'une réparation. Oui, mais de savoir où ça va aller, comment ça va aller, qu'est-ce qui va se passer, bien sûr. Donc nous souhaitons que soit mise en place une commission d'indemnisation où siégeront des représentants de l'État, des experts qualifiés, mais aussi des représentants de la communauté harki qui, ensemble, feront un travail d'évaluation des préjudices et qui ensuite opteront pour une méthode d'indemnisation. Juste, monsieur Mokhtari, en fait, il y a des luttes de mémoire comme ça terribles, c'est vrai. Quand je parlais vous avez raison de souligner évidemment que la colonisation, c'était pas, et c'est loin que l'on puisse dire, du tout rose et de l'angélisme. En même temps, vous savez que dans ses paroles du 6 décembre 2017, c'est vrai que le président Macron avait déposé une gerbe au monument des martyrs de la guerre d'Algérie, honorant les martyrs du FLN. Vous-même aujourd'hui, je veux pas parler, vous n'allez pas parler au nom de tous les harkis. Est-ce que vous êtes retourné en Algérie? Est-ce que vous avez envie de retourner en Algérie? Est-ce que vous serez bienvenu en Algérie? Alors, moi je suis donc fils de harki, et je suis retourné en Algérie parce que toute ma famille est là-bas. Je suis retourné à intervalles réguliers, sans aucune difficulté. Il faut savoir aussi que toutes les mamans, on peut y retourner sans aucune difficulté, y compris les anciens harkis. Ce qui signifie que les autorités algériennes
ont quand même évolué sur la question. Et bien que personne n'est dupe là aussi, il y a quand même une histoire qui est toujours très fantasmée, très instrumentalisée par les autorités algériennes. Et nous sommes encore loin, très loin de cette réconciliation dont nous parle le président Macron. Et je vous remercie de me poser cette question parce que, en réalité, avant de parler de réconciliation, je crois d'abord qu'il faudrait que nous soyons en capacité de dialoguer ici en France avec les différents groupes porteurs de mémoire. Il n'y a pas de dialogue. Le groupe Harki n'a jamais vraiment discuté avec les Pieds Noirs, jamais vraiment discuté avec les appelés du contingent, avec les réfractaires aussi. Il n'y a jamais eu de discussion de avec fond. plaisir la chanson de Boris Vian. Voilà. Donc, voilà, il faut d'abord, je crois, là aussi, prendre le temps de la discussion, parce que il y a des choses qui nous arrivent du plus haut sommet de l'État, mais et notamment appuyé aussi par certains historiens comme Benjamin Stora, qui a rendu un rapport qui a été très contesté par les Harkis et par d'autres groupes porteurs de mémoire. Mais je crois qu'il faut aussi prendre le temps d'écouter, et nous avons aussi, nous, des propositions à faire, et je crois qu'on doit d'abord aller vers ce que nous, on qualifie comme la convergence des mémoires, c'est-à-dire ce dialogue qui doit d'abord se faire ici en France entre les différents groupes porteurs de mémoire, et ensuite envisager une réconciliation avec le peuple algérien. Mais ça suppose aussi que les autorités algériennes puissent évoluer et puissent arrêter d'instrumentaliser cette histoire. Alors, au profit de l'un ou de l'autre, mais je crois que vous avez prononcé le mot essentiel, Abdelkader Mokhtari. Il est temps d'en finir avec la concurrence des mémoires et faire la convergence des mémoires. Vous venez de prononcer ce mot me paraît essentiel. Si on veut arriver par une solution par le haut, il faut d'abord se parler, tout mettre sur la table, ne pas choisir un camp contre l'autre. Et la mémoire, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Abdelkader Mokhtari. Je voudrais juste dire un dernier mot, si vous le permettez. Allez-y, j'en prie. Alors, moi je veux quand même remercier Olivier Abel, qui est un philosophe de Montpellier, qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'oubli, de pardon, qui est lui-même un disciple de Paul Ricoeur. Mais effectivement, on doit se servir de ses écrits, justement pour nous permettre d'aller vers cette réconciliation, vers cette convergence des mémoires, parce que comme il explique très bien, en réalité, si nous voulons parvenir à un dialogue entre les différents acteurs, il faut que nous acceptions la version de l'autre. Il ne faut pas chercher à modifier forcément les versions, mais acceptons les versions des uns et des autres et essayons de compléter cette histoire. C'est comme ça, je crois, que nous parviendrons à une véritable réconciliation. Eh bien, écoutez, on l'espère absolument. C'est le dialogue et le dialogue. Je vous remercie beaucoup pour le temps d'audience que vous avez accordé. Mais je vous en prie. Souvent que nous pouvons nous exprimer. Eh bien, écoutez, vous l'aurez encore. Et le dialogue, on l'ouvre à partir de 13h15 au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler pour la convergence des mémoires. Vous pouvez nous donner votre avis sur les propos d'Emmanuel Macron. Y a-t-il une contradiction dans le même temps sur la guerre d'Algérie? Et puis écoutez, on continue cette émission et vous nous appelez au 0826 300 300 sur Sud Radio.